Bonjour, je m'appelle Hadès. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire Dyatlov, le mystère de la mort blanche. Janvier 1959. 10 randonneurs expérimentés se réunissent pour entreprendre un voyage à travers le nord de l'Oural. Le but de cette prochaine expédition est d'atteindre la montagne Otterton. Il s'agit d'une expédition musclée. Certes, tous les membres du groupe, à savoir 8 hommes et 2 femmes, sont très expérimentés, mais ici, la route qu'ils s'apprêtent à emprunter à cette période de l'année est de niveau 3, difficulté extrême. On parle tout de même de parcourir 300 km et de gravir une montagne d'au moins 2500 mètres de haut sous un climat glacial avec des températures pouvant atteindre moins 30 degrés. Le 27 janvier 1959, le groupe, pour la plupart étudiants à l'Institut Polytechnique de l'Oural et dirigé par Igor Dyatlov, ingénieur en formation d'à peine 23 ans, commence leur expédition de 14 jours vers la montagne Otterton. Bien équipés, ils sont tous jeunes et motivés. Les 2 filles qui les accompagnent forcent l'admiration, courageuses et belles. Dès le 28 janvier, l'un des membres de l'expédition tombe malade et souffre d'engelures au doigt. Il décide d'abandonner et de rebrousser chemin. Le groupe compte désormais 9 personnes. Le 31 janvier, le groupe atteint une région de haute terre et commence à se préparer pour la montée. Il dépose des vivres excédentaires et des équipements dans une vallée boisée pour le voyage de retour. Le lendemain, 1er février, les randonneurs commencent à traverser le col. Ils pensent probablement camper la nuit suivante de l'autre côté, mais la météo se détériore. Du blizzard, une faible visibilité. Ils s'égarent et dévient vers l'ouest. Se rendant compte de leur erreur, ils décident de s'arrêter et de camper sur le flanc de la montagne. Le soir du 2 février, ils sont à 10 km de la montagne et non loin d'une forêt. Ils installent leur campement sur une petite pente abritée du vent. Ils vont pouvoir manger et dormir. La nuit se profile déjà et avec elle des températures extérieures polaires. Mais à l'abri sous leur tente, ils peuvent se dévêtir et se mettre au chaud dans leur duvet. 10 février. Les familles attendent fébriles le télégramme que Dyatlov doit envoyer à leur club sportif dès leur retour à Vijay. Mais pas de télégramme. Oh, rien d'inquiétant toutefois. Un délai de quelques jours est normal pour ce type d'expédition. Les jours passent. Toujours pas de télégramme. Les familles des randonneurs commencent à s'inquiéter, à juste titre. Finalement, le 20 février, l'Institut Polytechnique organise enfin une équipe de secours. Maintenant, tout le monde en est sûr. Quelque chose est arrivé. Après 6 jours de recherche, l'équipe de secours trouve le camp abandonné. Ce qu'ils vont y découvrir forgera le mystère de cette affaire. La tente des aventuriers est bien là, mais elle est gravement endommagée. On dirait qu'elle a été déchirée de l'intérieur. Les affaires des alpinistes, dont les chaussures, sont elles aussi encore sur place, éparpillées à gauche, à droite. Et puis surtout, personne sur place. Comment est-ce possible? Sans chaussures? Sont-ils partis du camp pieds nus? Ou en chaussettes? Dans l'urgence? Ils décident de suivre des empreintes de pas dans la neige qui les mènent à la forêt. Et là, sous un grand arbre, l'équipe de secours trouve les restes d'un feu de camp et les 2 premiers corps. Ils sont déchaussés et en sous-vêtements. Plus loin, ils trouvent 2 autres corps. Quelques jours plus tard, un 5e corps est découvert. Il faudra quelques mois supplémentaires pour découvrir les 4 derniers corps dans un ravin à l'intérieur du bois, après la fonte d'une couche de 3 mètres de neige. Les corps sont mieux vêtus, c'est vrai, mais ce qui marque surtout, c'est que ces 4 victimes sont mortes de façon violente. 10 côtes brisées,
Crâne fracturé, nez cassé, cou déformé. Et l'une des femmes n'a plus de langue et ses yeux ont disparu. Que s'est-il passé? Une avalanche? Il n'y en a pourtant aucune trace. D'ailleurs, là où est située la tente, ce n'est pas considéré comme une zone dite à risque. Pourquoi sont-ils sortis de leur tente en urgence? Pourquoi présentent-ils de terribles blessures? Pendant des années, les spéculations vont bon train. Complot du gouvernement, expérience militaire qui a mal tourné, une chute de débris de fusée ou encore une force inconnue ayant conduit les randonneurs à s'entretuer. Ou peut-être une mauvaise rencontre avec un prédateur. Certains commencent déjà à parler du Yéti. Il faut dire que les résultats des autopsies alimentent tous les fantasmes. Le docteur déclarant que les graves blessures sur 3 des corps ne peuvent avoir été causées par un autre humain, parce que la force des coups est trop grande et les parties charnues n'ont pas été endommagées. Alors quoi? Que s'est-il passé? Après des années d'enquête, on sait aujourd'hui ce qui est arrivé aux 9 randonneurs. Enfin, il s'agit ici de la version la plus probable et la plus documentée. En ce soir de février, les alpinistes se reposent. Ils pensent à tort être à l'abri. On estime généralement qu'il faut au minimum un angle de 30 degrés pour qu'un terrain soit propice à une coulée de neige. Or, la pente sur laquelle se sont installés les alpinistes n'est inclinée que de 23 degrés. Et voilà, ce plafond à 30 degrés, souvent utilisé pour évaluer le risque d'avalanche, n'est ni fixe ni fiable. Cela dépend du type de neige. Nos randonneurs ont installé leur campement en creusant une plateforme pour leur tente, sur une couche de neige fragile. Pendant la nuit, des vents violents ont accumulé de la neige sur la plaque au-dessus. Une petite avalanche de talus devenait dès lors possible. Après une dizaine d'heures, un bloc de glace se détache et déboule vers la tente à toute vitesse. Le choc est terrible. Le mur de neige durci frappe de plein fouet les alpinistes qui dorment. L'impact n'est pas mortel, mais il engendre de graves blessures. Les victimes et les rescapés s'extraient rapidement de la tente en la déchirant de l'intérieur. Craignant l'imminence d'une seconde avalanche, ils décident de quitter les lieux et d'aller vers la forêt pour y faire un feu. Mauvaise idée. Mais de toute façon, avec le blizzard et l'absence de lune, ils perdent déjà de vue leur camp. Ils n'arrivent plus à se repérer. Leur sort est à présent scellé. Sous un grand arbre, ils allument un feu de camp qui tient pendant 1h30, mais sans procurer de chaleur. 2 alpinistes meurent là, gelés à mort devant ce feu. Les 7 autres se répartissent en 2 groupes de 3 et 4. Le trio rebrousse chemin en suivant les traces qu'ils avaient laissées en descendant la pente. Mais avec la température glaciale soutenue par un vent très fort, ils peinent à progresser et meurent rapidement de froid. Les 4 dernières victimes décident de creuser dans la vallée d'un ruisseau un abri de fortune avec des branches, ce qui malheureusement provoque une nouvelle avalanche qui les précipite dans le ravin et les ensevelisse sous une importante couche de neige. Les dégâts au niveau du visage, la langue manquante et les yeux absents sont post-mortem. Il est courant que les charognards mangent certaines parties de cadavres, en commençant par les matières molles. Il faut aussi savoir que dans des cas d'hypothermie, le cerveau peut tromper la victime et lui donner l'impression d'avoir très chaud, ce qui a pour résultat un état de démence. La personne se met à se déshabiller, précipitant son décès. Voilà pourquoi certains sont peut-être déshabillés, à moins qu'ils n'aient pas eu le temps de s'habiller en sortant de la tente. Toujours est-il que dans cette tenue, la survie était impossible. Voilà comment se termine cette terrible expédition. Bien sûr, des zones d'ombre planent toujours sur le col de Dyatlov, sur le mystère de la mort blanche.